Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui je vais m'attarder sur le run de Bendis sur Daredevil, un run réédité très récemment par Panini dans son nouveau format Deluxe, un run qui se constitue de 4 tomes, chaque tome vaut environ 35 € et le run dans sa globalité vaut environ 140 €. Alors je dis environ pour une simple et bonne raison, c'est que en ce moment les prix ont tendance tellement à changer rapidement qu'au moment où vous regarderez cette vidéo, eh bien peut-être que les Deluxe malheureusement auront augmenté de quelques euros. On va commencer tout de suite avec le premier tome de ce run, un tome qui va nous plonger dans l'univers de la pègre new-yorkaise, un tome à l'ambiance très proche d'un polar noir avec un ton plutôt moderne. Un récit qui va se concentrer principalement sur Matt Murdock plus que sur Daredevil, Matt Murdock qui est psychologiquement fragile, tourmenté suite aux événements du run de Joe Quesada, un run que vous pouvez retrouver soit en deux must-have, Sous l'aile du diable et Tranche de vide qui sort prochainement, ou complet dans l'omnibus Marvel Knight qui sort au mois de mars 2023. Je referme la parenthèse. Dans ce récit, nous allons donc retrouver Daredevil également qui se retrouve dans la peau d'une proie qui est chassée par un nouvel antagoniste qui souhaite faire tomber le caïd qui est actuellement à la tête de la pègre new-yorkaise et qui souhaite donc prendre sa place. Et pour ce faire, il souhaite faire tomber le caïd, mais il souhaite également faire tomber Daredevil en le faisant accuser du meurtre du caïd. Ce que je trouve intéressant dans ce récit, c'est notamment qu'on nous présente un système corrompu, pourri jusqu'à la moelle, mais vis-à-vis de ça, on nous montre également le respect mutuel de deux hommes, à savoir deux ennemis, Daredevil et le caïd. Et je trouve cette relation de super-héros à super-vilain fascinante, intelligemment écrite, et ce respect mutuel qu'ils ont l'un pour l'autre, eh bien, il est tout aussi palpable que l'amitié entre Matt et Foggy, et c'est vraiment un très très bon point. Deuxième point que je trouve intéressant vis-à-vis de ce premier tome, c'est que c'est honnêtement relativement accessible pour tous les néophytes qui souhaiteraient se lancer dans du Daredevil. Je trouve qu'on nous résume plutôt bien la situation de Daredevil. On nous présente qui est Matt Murdock, qui est Daredevil, comment il a obtenu ses pouvoirs au travers de flashbacks, et c'est plutôt un bon point à mon sens. Seul mauvais point, quelques petites erreurs de traduction qui ne m'ont pas spécialement dérangé, mais malgré tout, on les voit de temps à autre. On va continuer tout de suite sur le deuxième tome, mais avant de commencer à vous parler du deuxième tome, je vais devoir vous spoiler un tout petit peu. Donc si vous ne souhaitez pas être spoilé, je vous invite tout de suite à passer votre chemin et à vous rendre à ce timer ici présent. C'est bon, vous êtes partis? Ok. Alors dans ce deuxième tome, le caïd va mourir. Et l'identité de Daredevil va être révélée aux yeux du monde par le Daily Bugle. Daily Bugle qui notamment va être poursuivi en diffamation par Matt Murdock. Matt Murdock qui est donc encore plus au fond du trou que dans le premier tome, mais qui en parallèle de ça va devoir en plus gérer un autre problème judiciaire puisqu'il va devoir représenter un autre héros de quartier, le Tigre Blanc, qui est accusé du meurtre d'un officier de police. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce deuxième tome, c'est le dilemme auquel fait face Matt Murdock. Celui d'être un bouc émissaire ou un symbole d'espoir, et soit de continuer à être Daredevil, mais d'être discret et tout en étant avocat, ou au contraire confirmer que il est bien Daredevil, et dans ce cas-là perdre son travail, son métier qu'il aime plus que tout, qu'il chérit, qui représente la loi. Et ce que j'ai également aimé et que met en avant ce tome, c'est que les problèmes judiciaires au niveau des héros, c'est très compliqué et qu'il n'y a pas de manuel, qu'il n'y a pas de jurisprudence, et donc je trouve ça plutôt intéressant. Le tome va continuer ensuite en nous révélant une histoire d'amour que je trouve plutôt intéressante, mais je vais très vite passer dessus. Mais surtout, Bendis va faire le lien entre Hell's Kitchen, et Matt Murdock. Le passé de Hell's Kitchen, son évolution et ce que représente ce quartier pour Matt Murdock. Et ce que je trouve intéressant, notamment dans cette écriture-là, c'est que Hell's Kitchen n'est plus qu'un simple lieu,
mais il est un symbole du coup dans ce récit, et ça me semble vraiment très intéressant. Et puis, on va avoir un antagoniste déjà connu de l'univers de Daredevil qui va faire son apparition pour la première fois dans ce run, qui n'est autre que le hibou, qui va vouloir reprendre le trafic de drogue du Caïd et donc prendre sa place. J'ai 2 points négatifs dans ce tome qui me posent souci. Le premier, c'est le choix des antagonistes. Je pense très sincèrement qu'à la place du Tigre Blanc, si on avait pris un Punisher, un Captain America ou même un Spider-Man, je pense que ça aurait été beaucoup plus intéressant pour le lecteur. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est le choix de mettre le hibou en tant que remplaçant du Caïd, qui me pose un petit peu problème, puisque finalement, dans ce récit, on va sans cesse nous rappeler, faire des comparaisons entre le hibou et le Caïd, et le Caïd passe presque pour un anti-héros, finalement, dans ce 2e tome, qui savait gérer son quartier d'une main de maître, et finalement nous rappeler que le hibou est un personnage presque de seconde zone, et je trouve ça principalement dommage, à mon sens, cette comparaison continuelle entre le Caïd et le hibou. Je pense j'aurais peut-être préféré avoir un antagoniste avec un peu plus de charisme que le hibou, finalement. Mais bon, c'est pas grave, mais je préférais le souligner quand même. On va continuer avec le 3e tome dans lequel Daredevil va s'autoproclamer roi de Hell's Kitchen. Il va se faire nommer le nouveau Caïd de Hell's Kitchen. Et ce que je trouve intéressant, c'est que le récit va faire un bond d'1 an dans le futur et nous montrer qu'effectivement, quand Daredevil est à la tête du quartier, eh bien, le quartier est propre, le taux de criminalité a baissé et le trafic de drogue a plus ou moins cessé. Pour autant, cela a des répercussions sur la vie de Matt Murdock, finalement, qui est toujours surveillé, puisque la police guette le fait que, il fasse une erreur et se présente en tant que Daredevil, mais il va aussi attiser la colère d'autres gangs qui vont vouloir reprendre le quartier de Hell's Kitchen, mais cela aura aussi des répercussions sur les héros des quartiers environnants. Alors ce que j'aime beaucoup dans ce tome, c'est que Bendis va nous montrer un peu l'entourage de Daredevil. Il avait déjà amorcé cela en nous montrant Spider-Man dans le tome 1, en nous présentant Luke Cage, le Tigre Blanc et Jessica Jones dans le tome 2. Mais ici, tous ces personnages vont intervenir, et en plus, on va y voir d'autres personnages, comme Doctor Strange, par exemple, comme Natasha Romanoff, comme Iron Fist, et d'autres personnages. Et malgré tous ces personnages qui vont apparaître et qui font partie de l'entourage de Daredevil, eh bien Bendis arrive à faire en sorte que Daredevil reste la star de son comics, et surtout apparaisse toujours comme un héros solitaire. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et puis, ce que fait Bendis de vraiment bien dans ce récit, c'est qu'il nous montre, alors il nous l'a déjà montré depuis 2 tomes, que Daredevil n'est clairement pas infaillible, psychologiquement déjà, mais également dans sa façon de penser, dans sa façon de raisonner, dans sa façon de faire des choix, et que ces choix peuvent le conduire à la chute de son propre trône. Et je trouve ça vraiment, vraiment très intéressant. Et puis arrive le 4e tome, qui est donc la fin du run, qui va se découper en 3 parties. La première partie va nous raconter le retour du précédent Caïd, finalement, le Caïd avant Wilson Fisk, qui, dans les années 40, avait un peu pactisé avec les nazis et qui s'était fait arrêter dans les années 60 environ par Daredevil, qui va sortir de prison et qui va tenter de se venger, puisqu'il aura appris, et c'est un peu tout le sujet du run de Bendis, l'identité de Daredevil, et finalement on apprendra notamment que cet ancien Caïd a un passif, et avec Daredevil qui l'a fait arrêter, mais également avec Matt Murdock qui avait refusé de le représenter. Bon, très clairement, pour être honnête, je trouve que si ce passage avait été coupé, ça n'aurait pas changé grand-chose à l'histoire,
Pour autant, je souligne le fait que Bendis rattache les wagons des runs précédents, et notamment le run, l'histoire de Daredevil jaune de Tim Sale et de Jeff Lobb, puisque on verra notamment Daredevil dans son costume jaune, mais avec des dessins en noir et blanc. Et là, ce que je trouve intéressant également, c'est que Maliv, par rapport à ses flashbacks, eh bien, adopte aussi son style et le fait pas évoluer, ouais, mais l'adapte tout simplement pour le faire coller au scénario. La deuxième partie du récit est un huis clos et va se passer lors d'un groupe de parole dans lequel nous allons assister à des échanges entre des habitants de Hell's Kitchen qui vont témoigner sur les actes de Daredevil, sur les actes de la criminalité à Hell's Kitchen, les bienfaits ou les méfaits de Daredevil dans leur vie, et également les méfaits de la criminalité dans leur vie. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on va vivre finalement les actions de Daredevil au travers des yeux des habitants. Et je trouve, de la part de Bendis, que c'est relativement intelligent, que c'est très pertinent, très audacieux d'inclure des personnes absolument normales vivant à côté de méta-humains qui vont témoigner, qui vont peut-être remettre en question les actes de Daredevil. C'est quelque chose que je n'avais jamais lu nulle part précédemment, et je trouve qu'en plus ça fait très bien le lien avec la symbolique de Hell's Kitchen qui avait été introduit dans le tome 2. Tout ça est très pertinent parce que ça nous montre bien qu'effectivement un super-héros a un impact dans la vie des habitants de son quartier, et ça m'a fait penser un petit peu au run de Sean Murphy sur le Batman White Knight, quand le Joker notamment accusait Batman de coûter très cher à la mairie par les dégâts qu'il pouvait causer. Et puis vient la conclusion. Alors la conclusion, je ne vais pas en parler, je ne vais pas vous spoiler, mais je trouve que cette conclusion, elle est plutôt intéressante parce que vous pouvez très bien refermer le récit et vous dire « Ok, j'ai lu ce que j'avais envie de lire sur Daredevil et je vais m'arrêter là. » Ou, si vous êtes curieux, eh bien, vous dire je vais continuer avec le run de Ed Brubaker qui va être réédité en 4 de luxe également, et ça commence notamment au mois de juillet, il me semble, de cette année. Donc, fin plutôt ouverte finalement. Je vais conclure cette vidéo en disant que ce run, je l'ai beaucoup aimé, même si finalement il n'est pas exempt de défauts. Il bénéficie de nombreux points forts qui, selon moi, le premier est l'écriture des personnages et l'écriture de la relation entre les personnages. Je trouve intéressant dans ce run qu'on puisse différencier Matt Murdock et Daredevil qui sont pourtant une seule et même personne. Je trouve intéressant la relation entre le Caïd et Daredevil qui se voue un respect mutuel malgré leurs différends et qui arrivent à respecter chacun leurs principes. Je trouve la relation entre Matt et Foggy plutôt intéressante, la relation entre Matt et Ben Urich plutôt intéressante, le journaliste, ou encore la relation de Daredevil avec les autres super-héros. Et puis, je trouve que Bendis nous livre une véritable leçon d'écriture en nous montrant à quel point il sait entrer dans la tête des personnages et écrire autour de personnages qui vont être torturés psychologiquement, qui vont être déprimés ou à contrario qui vont être amoureux, enfin voilà, il maîtrise, je trouve, parfaitement les émotions dans ce run. C'est un véritable point fort. Sans oublier le fait qu'il arrive à écrire autour de la symbolique de Hell's Kitchen, mais également de l'aspect juridique, de l'aspect professionnel de Matt Murdock. Et il arrive à nous faire rentrer dans le quotidien de Matt Murdock, l'avocat, mais également du rôle de super-héros de Daredevil. Et je trouve ça vraiment intelligent et maîtrisé. Au niveau des dessins, je trouve que les dessins sont particulièrement jolis. En tout cas, c'est très subjectif encore une fois. Et je conçois totalement que les dessins d'Alex Maliv ne plaisent pas à tout le monde. Maintenant, on peut en dire ce qu'on veut, mais ces dessins, ils sont cohérents avec le scénario, ils sont cohérents avec l'ambiance et contribuent à rendre le récit beaucoup plus glauque, beaucoup plus sombre que le scénario ne l'est déjà. Et en plus, je trouve que les couleurs donnent de très belles teintes sombres avec des jeux de lumière incroyables et des traits ultra réalistes. Maintenant,
on va parler des points qui sont négatifs selon moi. Car oui, j'aime ce récit, je vous l'ai dit, mais je ne peux m'empêcher d'y relever des défauts. Et pour parler de ces défauts, il faut que je revienne sur 2 points. C'est que j'avais précédemment lu Sous l'aile du diable de Joe Quesada, et en parallèle de ce run, pendant mon déménagement, j'ai commencé à lire le run de Frank Miller sur Daredevil. Et à contrario de ses prédécesseurs, je trouve que Bendis se concentre beaucoup trop sur l'univers de la pègre new-yorkaise et s'ancre beaucoup trop dans le réalisme, oubliant 2 points qui sont, je pense, fondamentaux sur Daredevil. Le premier, c'est de ne pas oublier le côté un peu mysticisme et le côté ninja de ce run, parce que oui, Daredevil a été entraîné par un ninja, c'est un ninja, Elektra est une ninja, et je trouve qu'on oublie beaucoup trop ce côté-là. Et le deuxième point, et même s'il y a quelques références dans ce run, eh bien c'est qu'on oublie un peu trop le côté religion qui est relativement présente normalement dans l'univers, dans la vie de Matt Murdock. Et je trouve que de souvenir, de mémoire, ce point de religion était beaucoup plus présent dans Sous l'aile du diable que dans le run complet de Bendis. Et je trouve ça dommage. Et du coup, pour revenir sur les dessins, eh bien, je trouve que les dessins apportent peut-être un peu trop de réalisme également. Et puis, j'ai un autre problème avec les dessins d'Alex Maleev, c'est que je n'arrive absolument pas à ressentir l'agilité des personnages. Alors certes, on a de très belles planches, j'ai adoré les dessins d'Alex Maleev, mais je ne ressens pas l'agilité que je devrais ressentir pour Daredevil lorsqu'il saute de toit en toit ou lorsqu'il combat. Et c'est dommage. Et je trouve que du coup, certaines scènes perdent en dynamisme et ça m'a quelque peu gêné. Alors je vous rassure, hein, j'ai beaucoup aimé ce run et ça ne diminue pas réellement sa qualité, mais il fallait malgré tout en parler. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ou non ce run, et si vous comptez le lire, et si, comme moi, vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit, ou si vous avez trouvé d'autres défauts, par exemple. En attendant, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, et n'oubliez pas, de grands comics et de grands mangas impliquent de grandes lectures. Ciao tout le monde!